Voilà. Et c'est toi qui dois commencer? Oui, oui. Vous nous entendez? Oui, on vous entend. On vous entend. Allez, voilà. Et vous voyez Non, pas. Karine. Voilà, nous sommes en live et tout le monde est présent. Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire consacré aux mesures d'aide pour les personnes venant d'Ukraine. On voit bien Karine. Oui. Vous voyez coupez votre micro le temps. Allô? Oui, on vous entend bien. Ah, ok, parfait. Parfait, merci. Voilà, donc bienvenue à tous à notre webinaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une session bilingue, donc vous avez la présence d'interprètes pour traduire en français et en néerlandais. Comment faire pour activer ce module d'interprétation? Vous devez cliquer sur le globe terrestre qui est en bas dans Zoom et ensuite vous choisissez français ou néerlandais. Pendant l'interprétation, vous entendez la personne qui parle en arrière-plan. Si vous ne souhaitez plus l'entendre, vous pouvez la mettre en sourdine en cliquant sur Mute Original Audio. Goedemorgen iedereen. Ik zeg ook welkom tegen iedereen. Jullie zijn vrij talrijk, hebben we gezien, bij de inschrijving. Er zijn er ook al een aantal die vragen gesteld hebben bij de inschrijving. Jullie kunnen ook tijdens deze informatiesessie ook een vraag stellen naar informatie, maar wij vragen dan wel dat jullie dat doen via de Q&A-knop onderaan en liefst niet via de chat. Via de chat is eigenlijk bedoeld dat jullie onderling met andere deelnemers vragen kunnen uitwisselen als jullie dit wensen. Maar als er vragen zijn voor ons, dan gelieve deze te stellen via de Q&A. Dank u wel. Alors, notre webinaire sera disponible en rediffusion dès demain sur notre site web et sur YouTube. Tous les documents qui vous seront présentés aujourd'hui seront également disponibles sur notre site web. Et on vous rappelle que toutes les informations qui vous sont présentées et qui concernent l'Ukraine sont sur notre site mi-is.be dans la rubrique Ukraine. Et comme nous sommes très nombreux aujourd'hui, je rappelle que vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole vous-même et donc vous devez adresser absolument votre question via le module Q&A. Et donc, essayez de nous poser les questions les plus précises possibles pour qu'on puisse y répondre facilement. Merci d'avance. Alors, pour notre ordre du jour, je vais céder la parole à Alexandre. Alexandre, la parole est à vous. Merci Pauline et Anita et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire consacré à la crise ukrainienne. La guerre en Ukraine va avoir des conséquences importantes au niveau de notre société, on le voit déjà au niveau de la flambée des prix de l'énergie, mais elle va surtout constituer un défi sans précédent pour notre société. On parle de 3 à 4 millions d'Ukrainiens qui ont déjà dû quitter l'Ukraine. On estime que 200 000 vont devoir être accueillis sur notre territoire. Il y en a déjà aujourd'hui 20 000 qui sont sur le territoire de la Belgique. Face à cette situation, la population fait preuve d'un élan de solidarité également sans précédent, puisque près de 30 000 familles se sont inscrites pour offrir un logement ou un hébergement temporaire pour ces familles ukrainiennes. Tous les secteurs de la société vont être impactés, ce secteur de l'enseignement pour pouvoir intégrer les enfants dans les écoles, le monde des entreprises pour pouvoir intégrer les personnes dans le marché du travail, les hôpitaux pour prodiguer les soins et bien sûr les services sociaux et en particulier les CPS seront en première ligne pour pouvoir octroyer un accueil, un accompagnement et aider ces personnes à s'intégrer dans la société. Alors, ça fait déjà la 3e crise auquel nous sommes confrontés depuis le début de cette législature avec la crise sanitaire, les inondations en Wallonie. Ici, une fois de plus, vous allez être sollicités. D'avance, je tiens à vous remercier pour l'engagement dont vous allez faire preuve dans les mois et les semaines à venir.
Avec la ministre, son cabinet, avec mon administration, le SPP Intégration Sociale, nous serons à vos côtés pour vous soutenir dans cette mission. Et nous le ferons de 4 manières différentes. D'abord, en diffusant une information la plus complète possible et la plus régulière possible, la plus à jour possible. Nous avons créé un espace particulier sur notre site web où vous allez retrouver toutes les informations sur la crise ukrainienne avec les FAC que nous travaillons avec vos 3 fédérations de CPS et que nous alimenterons au fur et à mesure. Il y aura également dans les prochains jours un folder qui va être mis à votre disposition à destination justement de ces familles ukrainiennes, donc il sera traduit notamment en ukrainien et dans d'autres langues également. Et puis bien sûr, notre front office est là aussi pour répondre à vos questions au quotidien. Il est également important que vous ayez une information la plus cohérente possible. Dès lors, nous avons des contacts fréquents avec notamment le cabinet de la ministre et les autres cabinets, les différentes administrations, de manière à pouvoir coordonner les réponses qui concernent différents départements. Enfin, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et donc on essaye de trouver des solutions pragmatiques les plus simples possibles pour vous, pour pouvoir faire face à cette charge de travail importante. Et enfin, la ministre vous en parlera, il y aura un soutien financier exceptionnel qui sera octroyé pour vous permettre de renforcer vos équipes, votre logistique, etc. Alors, ce webinaire, il participe à cette démarche en vous permettant aussi, et ce sera le but, de poser toutes vos questions. Je vais céder la parole à la ministre qui va vous faire une introduction. Ensuite, nous aurons 2 juristes de notre service juridique, Sandrine Dirix et Yoline Rabot, qui vont vous présenter les modalités d'octroi de l'aide sociale à ces Ukrainiens qui recevront le statut de protection temporaire. Et puis, bien sûr, le but de cette séance, c'est de vous permettre de poser toutes vos questions. Et donc, nous essayerons d'y répondre le plus complètement possible. J'espère que vous trouverez l'information nécessaire ce matin et je vous souhaite un bon webinaire. Et je cède sans plus tarder la parole à Karine Lallieu, notre ministre de l'Intégration sociale. Merci Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Goedemorgen iedereen. Alors c'est vrai que je ne vais pas vous dire cette fois-ci que je suis ravie de vous rejoindre ce matin parce que comme Alexandre l'a dit, si nous devons, et je remercie évidemment directement le SPP Intégration sociale, si nous devons nous voir ce matin, c'est parce que nous devons faire ensemble face à une nouvelle crise, et qui n'est pas n'importe laquelle, puisque c'est une guerre en Ukraine, vous le savez, et l'Europe devra faire face à cette guerre dans une certaine solidarité. Alors, il y aura évidemment cette guerre en Ukraine a d'abord et avant tout un impact sur les Ukrainiens, hein, et on voit effectivement combien de femmes et d'enfants vivent, et d'hommes aussi d'ailleurs, vivent l'enfer aujourd'hui en Ukraine. Et effectivement, nous faisons face, nous les pays européens, par rapport à un flux de réfugiés, notamment et surtout d'ailleurs des femmes et des enfants qui quittent le pays. Alors, l'impact évidemment de la guerre a d'abord un impact sur les Ukrainiens et nous devons nous montrer évidemment plus que solidaires, mais effectivement, ils auront un impact sur les CPS qui seront une nouvelle fois, je vais dire une nouvelle fois, en première ligne. Ik beseft heel goed dat deze crisis bovenop andere problemen komt. Ons land maakt momenteel ook al een energiecrisis door, waarvoor ook veel van jullie wordt gevraagd. Alors, je comprends très bien, et je l'entends d'ailleurs, hein, qu'un sentiment de lassitude ou un sentiment de découragement se profile parce que malheureusement, dans notre pays, mais en particulier dans nos CPS et au niveau de nos travailleurs sociaux, eh bien, on passe de crise en crise et ce sont toujours les CPS
et ces travailleurs, comme je viens de le dire, qui doivent faire face aux conséquences de ces crises dramatiques. Et à chaque fois, vous êtes en première ligne. Alors, c'est vrai, mais je suis certaine, et d'ailleurs, Alexandre aussi, je suis certaine que vous tous, et vous êtes nombreux, hein, je vois qu'il y a 736 personnes, vous tous avez le sens du devoir et vous savez que vos missions, ce sont des missions nobles et je suis certaine que vous serez à côté, encore une fois, des personnes qui vivent cette crise et cette souffrance. Alors, c'est vrai, le 4 mars, l'Union européenne a décidé d'accorder le statut de protection temporaire à l'ensemble des Ukrainiens. Et c'est vrai que c'est la première fois que ce statut est activé en Europe. Donc, c'est une nouveauté pour l'ensemble des pays européens. Et c'est une nouveauté, évidemment, pour la Belgique. Dites, ah oui, je dois parler qu'une seule langue, c'est mieux, quoi. Oui, je vais continuer alors en français. Donc, ce statut offre un statut de protection temporaire automatique. Ça veut dire un droit de séjour immédiat, ça veut dire l'aide en matière de soins de santé, ça veut dire un accès direct au marché de l'emploi et ça veut dire aussi un soutien de la part de nos CPS si les gens sont dans le besoin. Alors, ceci implique évidemment que les personnes qui sont dans un état de besoin pourront faire appel directement au CPS. On va vous expliquer comment et pourquoi après, hein, mais ça veut dire qu'une fois qu'ils sont inscrits dans la commune, ils pourront aller vers les CPS. Et concrètement, s'il y a une demande, effectivement, ce sera l'équivalent du revenu d'intégration sociale qui sera octroyé. Cet équivalent revenu d'intégration sociale est remboursé d'office à 100% par l'État fédéral. Mais lorsque j'en avais discuté évidemment avec le SPP Intégration sociale, j'ai estimé que le gouvernement fédéral devait faire plus à l'égard des CPS pour permettre et leur permettre de faire face à l'afflux éventuel des dossiers. Mais Alexandre, tu l'as dit, 20 000 personnes qui sont déjà sur notre territoire. Et donc, il fallait effectivement faire un effort particulier pour que ces CPS puissent correctement accompagner ces personnes qui sont effectivement, qui ont quitté leur pays dans l'urgence et qui sont dans la souffrance. Alors, je peux vous dire, vous avez déjà sûrement lu la presse, mais je peux vous dire que et l'administration et moi-même, nous avons tiré les leçons de la crise précédente, c'est-à-dire les leçons du Covid. Dans l'urgence et dans un souci de bien soutenir les CPS, vous vous souvenez tous, parce que vous êtes encore dedans, nous avons décidé la création de différents fonds ad hoc. Des fonds comme les subsides Covid, puis les subsides Zoom 18-25, puis les subsides à l'aide psychologique. Et je sais combien vous avez été confrontés aux difficultés par rapport à la mobilisation de ces différents moyens supplémentaires. Ça a augmenté de manière significative votre charge de travail. Vous avez eu énormément d'interrogations et des craintes par rapport à la justification de l'utilisation de ces subsides. Vous avez eu des difficultés en matière de personnel. C'est pourquoi, dans le cadre de cette crise, de cette nouvelle crise ukrainienne, j'ai fait une autre proposition au gouvernement pour éviter les petits subsides et les pots de subsides, même si c'était de nombreux millions qui ont aidé beaucoup de CPS. Mais en tout cas, j'ai voulu éviter des subsides particuliers pour une crise particulière. Et d'où j'ai proposé un taux de remboursement majoré. Et les modalités concrètes vous seront expliquées par le SPP dans un instant et ces juristes que je remercie bien évidemment. Et donc, ce taux majoré de remboursement, vous pourrez imputer absolument toutes vos dépenses, que ce soit des frais de personnel, de l'aide psychologique, des frais d'interprète, des frais de scolaire ou autre chose. On va vous expliquer ça. Et c'est quoi les frais majorés? Durant les 4 premiers mois, donc pour l'ouverture des dossiers, dès qu'un Ukrainien arrive, durant les 4 premiers mois, ce sera un remboursement de 135% par l'État fédéral. Donc 135%. Après les 4 premiers mois qui seront les plus tendus, le pourcentage sera
pour ce même dossier. Hein. Pendant 4 mois, pour un même dossier, vous aurez 4 mois de remboursement à 135%. Et puis, à partir de ce moment-là, 125% jusqu'au temps que la personne, effectivement, soit trouve un travail, soit parce que la guerre est finie, c'est ce qu'on espère tous, puisse rentrer dans son pays. Donc, pour tous les nouveaux dossiers ukrainiens de maintenant à la fin de la crise et la fin de la guerre, et peut-être que c'est dans 2 mois, peut-être que c'est dans 6 mois, peut-être que c'est dans 9 mois, ce sera d'abord 135% pendant 4 mois. Je vous rappelle que pour la crise migratoire de 2016, il y avait un taux de remboursement de 110%. Donc, le gouvernement fait un effort particulier à ma demande. Et c'est vraiment la volonté d'accueillir le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles au niveau des CPS, ces personnes. Une autre disposition a déjà aussi été prise, parce que vous aurez énormément de questions là-dessus aussi, c'est l'immunisation de la catégorie de l'accueillant dans le cas d'hébergement temporaire. Donc ça, c'est important. Hein. Le statut de l'accueillant ne changera pas si jamais il est allocataire social. Et aussi, à la demande aussi de l'administration, c'est une enquête sociale et des fédérations de CPS que je remercie aussi ici parce qu'elles étaient sur le pont immédiatement. C'est une enquête sociale allégée pendant les 3 premiers mois. Alors, il faut savoir que les pourcentages que je vous ai dit ont déjà été validés par le Cairn vendredi passé. Ils vont être validés bientôt par le Conseil des ministres. Ça nécessitera une modification de la loi et donc nous devrons faire ensemble un projet de loi qui doit être approuvé par le Parlement. Alors, même si on fait une procédure urgente, ça prendra un peu de temps. Nous le savons, parce que on ne doit pas simplement modifier un arrêté royal, il faut une nouvelle loi. Mais je peux vous rassurer, l'aide viendra. Donc, d'office, c'est un acquis. Ne vous inquiétez pas, même si la loi n'est pas encore changée. Donc, voilà, je ne serai pas plus longue parce que beaucoup de questions viendront. Je voulais juste remercier évidemment notre administration et tous ses collaborateurs. Je voudrais déjà remercier aussi les fédérations de CPS parce qu'elles étaient à côté de nous dès le début de la crise et remercier surtout tous les CPS, tous les travailleurs sociaux, parce que je sais que vous répondrez tous présents pour soutenir ces gens en souffrance dans le cadre de la crise et que vous avez toujours répondu présent. Malheureusement, je suis ici pour vous annoncer une nouvelle crise, mais j'en suis vraiment désolée, mais je sais que vous serez là et je vous remercie d'avance. Et sachez que vous pourrez toujours compter sur notre administration, mais aussi vous pouvez compter sur moi. Et s'il y a des problèmes, nous essayerons d'être le plus réactifs possible. Voilà, Alexandre, pour le petit mot et pour le mot de soutien aussi que je voulais adresser à l'égard des CPS et de leurs travailleurs. Merci Madame la Ministre. Nous allons maintenant passer aux présentations de notre service juridique. Vous pouvez partager votre écran. Sandrine, tu le fais? Ton micro est coupé, Sandrine. On vous entend très bien. Oké. Goedemorgen iedereen. Ik ben blij dat jullie zo talrijk aanwezig zijn. Sandrine en ik, wij werken op de juridische dienst van de POD Maatschappelijke Integratie. En wij gaan jullie vandaag iets meer vertellen over de steunmaatregelen voor de mensen uit Oekraïne. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel al weten, is er ingevolge het Russisch offensief in Oekraïne ondertussen reeds een groot gedeelte van de bevolking gevlucht naar de Europese lidstaten, waaronder dus ook België. En daarom heeft de Europese Unie, zoals de minister ook al heeft aangehaald, bij een besluit van 4 maart 2022 ervoor gekozen om het tijdelijk beschermingsstatuut te activeren. Wat is dit nu eigenlijk? Het gaat om een bijzonder... Sorry, Jolene. Ja? Je t'interromps, je n'entends plus la traduction personnellement vers le français, donc je ne vous entends plus. Oui. Est-ce que... Ok. Alors, je vois...
traducteurs apparaissent toujours dans notre programme. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes toujours là? Non, je n'entends pas la traduction, malheureusement. Oui, très bien. Is het in orde? Je pense qu'on peut reprendre. Merci, Jorien, je te laisse continuer. Merci. Oké. Dus zoals de minister al heeft gezegd, heeft de Europese Unie daarom bij een besluit van 4 maart ervoor gekozen om het tijdelijk beschermingsstatuut te activeren. Wat houdt dit statuut nu precies in? Het gaat om een bijzonder en een uitzonderlijk statuut van tijdelijk ontheemden dat voortvloeit uit een richtlijn van 2001. En dat is ook omgezet in Belgisch recht in onze verblijfswet van 15 december 1980. Het is belangrijk om hierbij te benadrukken dat het hier dus niet gaat om asielzoekers of Unieburgers. Het gaat over een volledig ander en nieuw statuut. Het is ook de eerste keer sinds 2001 dat hiervan gebruik van wordt gemaakt. En gezien dit de eerste keer is dat we hiermee te maken krijgen, was het zowel voor onze administratie als voor de andere administraties een hele uitdaging om hieromtrent een analyse te maken. En we zijn dan ook nog op ieder moment van de dag bezig met alles op punt te stellen, zodat de communicatie zo vlot mogelijk kan verlopen. In dat besluit van de Europese Unie is ook bepaald wie de doelgroep van dit statuut vormt. In eerste instantie gaat het over Oekraïense burgers en hun familieleden, maar het gaat ook over staatlozen of personen die in Oekraïne genoten van internationale bescherming of van een gelijkgesteld statuut en die in Oekraïne verbleven voor 24 februari 2022. Hoe gaat deze procedure van het verkrijgen van het tijdelijk beschermingsstatuut nu concreet in zijn werk? Wel, sinds 14 maart heeft de dienst Vreemdelingenzaken een nieuw registratiecentrum geopend op de Heijssel, Paleis 8. Daar zullen de identiteitsgegevens van de betrokkenen worden geregistreerd in de gegevensbank van de dienst Vreemdelingenzaken en daar zullen er ook vingerafdrukken en een foto worden genomen. Indien de betrokkene op dat moment ook voldoet aan de voorwaarden voor tijdelijke bescherming, zal hij in principe onmiddellijk bij die registratie een attest tijdelijke bescherming ontvangen. Met dit attest kunnen ze zich dan vervolgens tot de gemeente van de verblijfplaats richten. Eens dat gebeurd is, zullen ze bij de gemeente een bijlage 15 ontvangen. Hierna volgt er een woonscontrole en als deze positief is, dan worden zij ingeschreven in het vreemdelingenregister en zullen zij vervolgens een A-kaart ontvangen. Het is dus echt een proces dat elkaar opvolgt. De A-kaart zal geldig zijn tot 4 maart 2023. Om nu over te gaan tot het eerste puntje van onze materies. Wat gebeurt er op vlak van dringende medische hulp en aansluiting bij de ziekenfondsen? Wel, er kan dringende medische hulp gegeven worden aan de personen die Oekraïne verlaten hebben omwille van de oorlog en die aan het OCMW verklaren dat zij aanspraak maken op dat statuut van tijdelijke bescherming. Concreet gaat het om de 4 categorieën die jullie ook op de slide zullen zien staan. Dus in eerste instantie zijn dat degenen die nog geen stappen hebben ondernomen, maar zij verklaren dat zij een aanvraag tot het bekomen van dat tijdelijk beschermingsstatuut willen indienen. Ten tweede gaat het over degenen die in bezit zijn van een aankomstverklaring, een bijlage 3, en die wachten om zich te gaan laten registreren. Ten derde gaat het om degenen die verklaren dat zij naar het registratiecentrum zijn geweest om zich te laten registreren, maar dat ze het attest nog niet hebben ontvangen. En tot slot gaat het om degenen die een attest van tijdelijke bescherming hebben ontvangen, maar die zich niet of nog niet bij de gemeente van hun verblijfplaats hebben gemeld voor de afgifte van de bijlage 15 en vervolgens van de A-kaart. Wat de aansluiting bij het ziekenfonds nu betreft, heeft het RISIF bepaald dat een aansluiting mogelijk zal zijn van zodra de personen die tijdelijke bescherming genieten de hoedanigheid van resident kunnen bewijzen. Dit kunnen ze op 3 manieren doen, namelijk het attest van tijdelijke bescherming voorleggen, een bewijs van registratie voorleggen of een bijlage 15 voorleggen.
Verder wordt er ook bepaald dat de inschrijving als resident uitwerking heeft vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin het attest van tijdelijke bescherming of het attest van registratie wordt afgeleverd. Wat wil dit nu concreet zeggen, dat zinnetje? Wel, bijvoorbeeld de personen die een attest van tijdelijke bescherming ontvangen in de periode tot en met 31 maart, worden dus aangesloten bij het ziekenfonds met ingang van 1 januari 2022, want dit is dan de eerste dag van dit kwartaal. Verder is het dus de taak van de OCMW's om deze personen aan te sluiten bij het ziekenfonds dat zij kiezen. Indien zij geen keuze maken, zal dit dan bij de hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zijn. De aansluitingskosten en de bijdragen die gestort worden aan een ziekenfonds in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen worden terugbetaald door de staat. In afwachting van deze aansluiting bij een ziekenfonds, dat zoals ik al zei mogelijk is van zodra de hoedanigheid van resident kan bewezen worden via die 3 manieren, kunnen de OCMW's voorschotten verlenen op de medische uitkeringen. Om nu over te gaan naar het volgende puntje, betreffende maatschappelijke dienstverlening. Jullie hebben heel veel vragen gesteld over vanaf wanneer opent zich dit recht, wat gebeurt er met maatschappelijke dienstverlening? Wel, concreet gaat het om 2 voorwaarden die moeten vervuld zijn, zodanig dat iemand een recht kan openen op maatschappelijke dienstverlening, degene die een tijdelijk beschermingsstatuut heeft. Dus in eerste instantie gaat het over een betrokkenen die een attest van tijdelijke bescherming heeft ontvangen. Maar in tweede instantie moet die zich ook bij de gemeente van zijn verblijfplaats hebben gemeld met het oog op de afgifte van de bijlage 15 en vervolgens de A-kaart. Van zodra die 2 voorwaarden vervuld zijn, kan de betrokkenen aanspraak maken op een equivalent leefloon. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat dit echter niet automatisch gebeurt. Het is niet omdat iemand het tijdelijk beschermingsstatuut heeft dat de betrokkenen automatisch een recht opent op maatschappelijke dienstverlening. Er zal namelijk moeten geverifieerd worden of de betrokkenen voldoet aan alle voorwaarden. Met onder meer een controle van de staat van behoeftigheid aan de hand van het sociaal onderzoek, waar mijn collega Sandrine jullie straks nog wat meer info over zal geven. Het tijdelijk beschermingsstatuut van een persoon zal ook te zien zijn in het Rijksregister. Hiervoor dient er gekeken te worden naar 4 verschillende informatietypes. In het informatietype 210 staat de vermelding van het register. Zoals ik al zei, na een positieve woonstcontrole zullen de personen die een attest van tijdelijke bescherming hebben door het gemeentebestuur worden ingeschreven in het vreemdelingenregister en dat zal daar te zien zijn. Ten tweede kan er gekeken worden naar het informatietype 202. Dat duidt de bijzondere informatie vreemdelingen aan. Sinds 7 maart werd daarin de code 2.3.0 tijdelijke bescherming geactiveerd om ervoor te zorgen dat de gemeenten een A-kaart kunnen afleveren aan de begunstigden van tijdelijke bescherming. Ten derde is er sinds dinsdag ook een nieuwe huisvestingscode zichtbaar in het informatietype 141. Daar zal Sandrine jullie straks nog wat verder uitleg over geven. En tot slot heb je nog het informatietype 205, dat de hoedanigheid van een persoon aanduidt en waarbij een subcode ontheemde werd geactiveerd. Tot slot sluit ik nog af met te zeggen dat de personen met het tijdelijk beschermingsstatuut in Nova Prima moeten worden gecodeerd met het statuut K ontheemde. Dan geef ik nu het woord aan mijn collega Sandrine, die jullie verder zal vertellen over de overige punten. Merci Yoline. Donc Yoline vient de vous l'expliquer. Pour avoir le droit à l'aide sociale, il faut donc 2 conditions. D'une part, que la personne soit en possession de son attestation de protection temporaire et qu'elle se soit présentée à la commune en vue de se voir délivrer son annexe 15. Et puis après un contrôle positif de résidence, une inscription au registre des étrangers et enfin la carte A. La personne donc se présente maintenant au CPAS avec tous ces documents, elle est en ordre et elle demande bien sûr une aide. Donc vous allez effectuer une enquête sociale, on vous a dit allégée pour les 3 premiers mois. Qu'est-ce qu'on veut dire par allégé? Eh bien, il ne sera pas nécessaire de vérifier un certain nombre de choses. Vous vous doutez bien que ces personnes ont fui leur pays. Il n'est donc pas nécessaire de vérifier le revenu cadastral. Nous ne sommes même pas sûrs que les bâtiments sont toujours debout. Il n'est pas nécessaire de vérifier non plus l'assurance médicale qui aurait été prise pour couvrir les soins en Belgique. On n'est pas dans ce schéma-là, on est vraiment dans le cadre d'une fuite ici.
Le rôle de l'enquête sociale, on vous le rappelle, ce n'est pas nouveau, c'est de cerner l'état de besoin de la personne. Donc, c'est comme un médecin, vous allez poser un diagnostic pour mesurer l'étendue du besoin de la personne et ça dépendra bien sûr de chaque situation qui sera rencontrée, donc de la situation de la personne. Et ici aussi dans un contexte particulier, puisqu'on sait qu'il y a plus de 80% de personnes qui ont fui qui sont des femmes, il faudra être aussi attentif à éviter les accueils par des mauvaises filières. Dans cette enquête sociale, vous allez bien sûr vérifier l'état de besoin et ce sont les règles de calcul des ressources qui sont prévues dans l'arrêté royal concernant le droit à l'intégration sociale aussi qu'il faudra appliquer. Et donc, notamment, c'est une question qui est revenue souvent, les avantages liés au logement sur lesquels nous reviendrons par après. C'est aussi une question que nous avons souvent, c'est quel taux, qu'est-ce qu'on peut octroyer à ces personnes? Bien, donc l'enquête sociale va vous aider bien sûr à déterminer l'étendue du besoin et donc c'est votre CPS qui va apprécier. En tout cas, pour les ressortissants ukrainiens, c'est vous qui apprécierez si on se trouve face à une situation de cohabitation ou si nous sommes face à une personne qui est isolée ou si enfin c'est une famille à charge liée à la présence d'enfants mineurs. Comme la ministre vous l'a déjà dit lors de l'introduction, pour les personnes qui hébergent, pour les hébergeurs, les accueillants, dans le but d'encourager la solidarité, on recommande vivement de maintenir le taux de base donc, pour ces personnes. Au niveau du logement, donc ces personnes, s'ils sont sans abri, ce qui va de nouveau être déterminé par votre enquête sociale et viennent à trouver un logement définitif, dans ce cas-là, ils peuvent prétendre à la prime d'installation pour s'installer, pour meubler le logement et ce sera sur base de la loi organique. Je vous le rappelle que nous sommes en aide sociale et non pas en revenu d'intégration sociale. Un nouveau code, comme Yoline vous l'a dit, un nouveau code logement a été créé au sein du TI 141. Donc, c'est un code log 06, protection temporaire, qui vous permettra de distinguer les deux ménages, aussi bien l'accueillant que les accueillis. Ce code est en pratique normalement depuis le 22 mars et donc lorsqu'il s'agit d'un hébergement chez une personne privée, c'est aussi une question qu'on a assez souvent, une adresse de référence chez un particulier n'est donc pas nécessaire. Le dernier point souvent soulevé concerne donc les avantages liés au logement, les avantages en nature. Donc, nous renvoyons la circulaire générale sur le DIS. Il faut que deux conditions soient remplies. Donc, il doit s'agir de frais liés au logement qui constituent la résidence principale donc, du demandeur et que ces frais doivent être pris en charge par un tiers avec lequel l'intéressé ne cohabite pas. Donc, de nouveau, ici, c'est le CPS qui va apprécier si on cohabite avec la personne ou pas. Il est sûr que si la personne est mise un logement mis à sa disposition, par exemple une résidence secondaire, Airbnb, et qu'on ne cohabite pas avec, vous avez compris que la deuxième condition n'est pas remplie. Pour les allocations familiales, vous avez expliqué qu'on est en contact avec de nombreuses administrations. Donc, le bénéficiaire de la protection temporaire, une fois qu'il a ses documents et qu'il a des enfants, à sa charge doit introduire une demande auprès de la caisse d'allocation familiale pour pouvoir en bénéficier. Au niveau du remboursement, donc on vous l'a déjà dit, que c'est un remboursement à 100%, prise en charge des frais donc, de l'aide sociale qui sont octroyés par l'État sur base de notre loi de 65 et de l'arrêté ministériel de 95. Et Madame la ministre vous l'a expliqué, donc il y a une décision qui s'est prise en Cairn le 18 mars avec une majoration de 35% pour les 4 premiers mois. Et ensuite, ce sera une majoration donc, de 25% à partir du 5e mois. Comme on vous l'a expliqué, il s'agira d'un projet de loi donc, qui doit suivre tout son processus législatif. Donc ici, ça doit repasser en Conseil des ministres, inspecteur des finances, Conseil d'État, Parlement. Et donc, ça va prendre un certain temps avant de pouvoir avoir notre loi. Mais, comme on vous l'a assuré, vous aurez votre intervention. Donc, au niveau de l'information, où peut-on la trouver? Donc, sur le site du SPP Intégration sociale, thème aide sociale, étrangers, Ukraine, mais il y a aussi un onglet sur notre site web qui a été créé pour y accéder plus facilement. Des facs donc, qui sont mises à jour régulièrement.
un folder qui est traduit en ukrainien et en russe qui sera disponible très prochainement aussi. Et enfin, le site infoukraine.be pour nos matières, aide en Belgique, de quel droit je bénéficie, et les renseignements sur nos matières et le folder se trouveront sous ce point. Merci Sandrine. Alors, nous allons passer aux questions, mais juste avant, je vous rappelle donc que la présentation sera disponible en français et en néerlandais sur notre site web dès cet après-midi, et de bien poser toutes vos questions via le module Q&A qui est dans le bas de votre écran, donc le bas de l'écran et puis Q&A, parce que dans le chat, c'est difficilement gérable pour nous de voir vos questions. Donc, nous allons commencer avec une première question. Ce sont des choses que vous avez expliquées, mais je vois que les questions continuent d'affluer, donc c'est pour bien clarifier cela. Est-ce que vous pouvez bien confirmer que les personnes seules est-ce qu'elles seront considérées comme cohabitantes, puisqu'elles vivront avec d'autres personnes ou pas? Et comment est-ce qu'on va considérer des logements comme un hôtel, un centre touristique, des choses comme ça? Est-ce que ce seront des taux isolés ou pas? Donc, au niveau du taux, c'est à vous à l'apprécier par le biais de l'enquête sociale. Si vous considérez que les conditions de la cohabitation, à savoir vivre ensemble sous le même toit et régler principalement en commun les questions ménagères, sont remplies, alors dans ce cas-là, c'est un taux cohabitant. Si vous estimez que ce n'est pas rempli, c'est un taux isolé. Vous mentionnez donc les hôtels. Là, je ne pense pas que ça pose problème si chacun a sa chambre. D'autres choses comme les salles omnisports ou en tout cas des institutions. Donc, on traite de la même manière que la circulaire DIS le prévoit, et donc ça va dépendre de chaque cas spécifiquement et donc de votre enquête sociale. Merci. Est-ce qu'on pourrait retirer le PowerPoint parce que je vois que l'écran est noir? Voilà. Merci. Anita, est-ce qu'il y a des questions du côté néerlandophone peut-être? Ja, ook vragen die nog terugkomen. Het is ook wel al tijdens de presentatie gezegd, maar misschien toch nog een aantal duidelijkheden rond het bepalen van het bedrag van het voordeel in natura. Of dat daar richtlijnen zijn, hoe dat bijvoorbeeld kosten voor de gastgezinnen, hoe dat die kunnen bepaald worden. Of dat daar informatie rond is. Zoals Sandrine ook al verteld heeft in de presentatie en zoals ook terug te vinden is in de omzendbrief RMI, zijn er wat betreft de voordelen in natura, moet er aan 2 cumulatieve voorwaarden worden voldaan om ermee te kunnen rekening houden. Het moet enerzijds gaan om kosten die verbonden zijn aan de huisvesting die de hoofdplaats uitmaakt, en deze kosten moeten ten laste worden genomen door een derde waarmee de betrokkenen niet samenwoont. Nu, indien de derde zelf geen kosten betaalt, omdat hij bijvoorbeeld de eigenaar is van de woning die de aanvrager gratis mag bewonen, moet er rekening gehouden worden met de fictieve huurprijs die normaal voor die woning zou moeten worden betaald op voorwaarde dat deze prijs wordt vastgesteld door iemand die bevoegd is in deze materie. Oké, dank u wel. Pauline, eventueel nog vragen langs jouw kant? Oui, alors, une question qui concerne les mineurs non accompagnés. Comment est-ce que ça va se passer pour eux au niveau du droit à l'aide sociale? Est-ce qu'il y a des modalités particulières qui sont prévues pour ce public spécifique? Alors, en ce qui concerne les mineurs non accompagnés, donc normalement, il y a une tutelle qui devrait être mise en place par la justice, comme dans le principe général des tutelles. Le seul problème, c'est que la justice n'a pour l'instant est en manque d'effectifs de tuteurs, donc ils essayent de recruter des tuteurs, en tout cas pour l'instant, mais normalement le principe est le suivant, il y aura donc une tutelle et les mineurs non accompagnés ont droit à l'aide équivalente au revenu d'intégration, normalement. Er zijn ook een aantal vragen gesteld naar verduidelijking rond het sociaal onderzoek. Of dat er bepaalde minimumzaken toch aanwezig moeten zijn in het dossier, om dan ook de mate van behoeftigheid te bepalen. Of dat jullie daar nog wat bijkomende inlichtingen kunnen over geven. Nu, gezien het gaat om een grote toestroom van ontheemden, gaat het voor de eerste 3 maanden vanaf de aanvraag om een sociaal onderzoek light, zoals Sandrine ook al gezegd heeft. Het is hierbij niet nodig om het kadastraal inkomen of de ziekteverzekering in Oekraïne te gaan verifiëren, maar het is wel belangrijk de staat van behoeftigheid van de persoon te proberen vaststellen en te voorkomen dat
hij via slechte kanalen wordt opgevangen. Nu, bijvoorbeeld als een persoon verklaart aan het WCMW van kijk, ik heb nog een pensioen in Oekraïne, maar hier zijn geen bewijsstukken voor. Ja, als die persoon op dit moment geen toegang heeft tot zijn rekeningen en in het kader van het sociaal onderzoek leidt, dan kan er daar op basis hiervan momenteel geen rekening mee worden gehouden, want er kan enkel rekening worden gehouden met de effectieve inkomsten die er zijn. Eventueel dat er later nog kan gerecupereerd worden, maar nu in eerste instantie wordt er gekeken naar wat er effectief is. Merci. Alors maintenant, une question pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Est-ce qu'elles vont bénéficier de l'aide à l'équivalent du revenu d'intégration sociale ou plutôt faire une demande de GRAPA? Est-ce qu'on peut un peu expliquer ça? Alors, Pauline, on a eu contact mardi avec la GRAPA et c'est très simple, la réglementation ne prévoit pas dans la condition de nationalité les bénéficiaires de la protection temporaire. Donc, les personnes de plus de 65 ans peuvent prétendre bien sûr à l'aide du CPS. Er is ook een vraagje gesteld betreffende een publicatie in onze Echo, waar dat staat dat het verhoogde tarief geldt van 135% voor de eerste 4 maanden, vervolgens voor 125% en dit voor de volledige duur voor elke Oekraïense begunstigde. Er wordt een vraag naar verduidelijking rond die volledige duur, wat dat precies wil zeggen. Is dat tot men is ingeschreven in het bevolkingsregister of zolang men recht heeft op het leefloon, ongeacht de termijn? Dat is toch een vraagje. Alors, en ce qui concerne le taux de majoration, le taux de remboursement majoré, comme la ministre l'a dit, il y a maintenant une décision du Cairn qui a été prise il y a une semaine. On prépare maintenant le dossier pour le Conseil des ministres. Il y a donc un projet de loi qui doit être adopté par le Conseil des ministres. La proposition que nous avons formulée et qui doit être maintenant validée par le Conseil des ministres et puis votée par le Parlement, prévoit que cette majoration entrera avec effet rétroactif au 4 mars et sera prolongée durant la durée du statut temporaire de la personne. Alors, on sait que le statut temporaire est limité dans le temps. Il est en principe limité à 1 an, renouvelable encore une 2e année. Et donc, tant que la personne bénéficie de la protection temporaire et que le CPS lui octroie l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration, en principe, le taux de remboursement sera majoré pour toute cette période. Une question qui continue sur la même thématique. Est-ce qu'il faut attendre la publication de cette loi pour l'application des taux majorés ou pour des dossiers qui seraient ouverts cette semaine, ce serait déjà pris en compte? Alors, de manière pragmatique, les CPS pourront déjà introduire leur demande de remboursement auprès de notre administration. Et donc, nous allons en quelque sorte récupérer ultérieurement ces dossiers pour leur faire bénéficier de la subvention majorée de manière rétroactive. Mais sans base légale, évidemment, on ne pourra pas tout de suite introduire le remboursement majoré. Par contre, le CPS peut déjà introduire ces formulaires sans problème et nous les récupérons dans le système pour octroyer la subvention majorée. Een vraag die ook een aantal keren terugkomt is wanneer dat het recht op het equivalent leefloon start. Is dat vanaf ontvangst van de A-kaart of kan dat ook al vanaf ontvangst van bijlage 15? Dat is een vraag die een aantal keren gesteld wordt. Nu, vanaf de bijlage 15 is er sowieso een recht dat geopend kan worden op equivalent leven op maatschappelijke dienstverlening. Voor het moment van de start moet er vooral gekeken worden naar iedere situatie individueel. Als ik bijvoorbeeld een Oekraïense burger ben en ik ben gekomen bij mijn Belgische vriendin hier in België en die zegt van kijk, ik vang u nu
de eerste 2 maanden op. Ik neem u volledig ten laste. Mijn statuut is volledig al in orde. Ik heb een attest. Ik ben reeds naar de gemeente geweest. Maar momenteel is het nog niet nodig om naar het OCMW te gaan. Vanaf maand 3 zegt mijn vriendin van oké, misschien ga ik u toch niet meer volledig ten laste nemen. Dan kan ik naar het OCMW gaan en dan gaat naar het OCMW gaan met mijn volledig in orde statuut. En dan gaat er gekeken worden vanaf de datum van de aanvraag. Ja, dank u wel. Alors, une question qui revient plusieurs fois, c'est concernant les délais des visites à domicile. Est-ce que vous pourriez les rappeler et que faire s'il ne serait pas possible de le faire dans le délai prévu? Alors de nouveau ici, Pauline, on est sur les 3 premiers mois. Hein, donc on fait preuve de souplesse aussi pour effectuer cette visite à domicile qui est quand même importante parce que nous sommes face à des personnes vulnérables et même si une charte éthique existe avec les communes, il faut qu'elle soit accueillie dans de bonnes conditions. J'enchaîne avec la question toujours sur le logement. Est-ce que c'est vraiment au CPS de vérifier ces conditions d'hébergement? Est-ce que ce n'est pas plutôt le rôle de la commune, par exemple? Mais ce qui est important, c'est que les personnes ne soient pas... Enfin, on sait qu'il y a des personnes mal intentionnées pour l'instant qui sont en train de profiter du système des personnes qui arriveraient avec des enfants qui arriveraient et des choses comme ça. Donc, il est important de s'assurer que les personnes qui seront aidées soient aidées correctement. Et c'est surtout ça que l'enquête à domicile veut essayer d'arriver, c'est en tout cas que les gens soient dans un logement qui soit décent et ne soient pas enfermés avec des marchands de sommeil, par exemple, ou d'autres choses comme ça qui pourraient poser problématique. Mais complémentairement à ce que Valérie vient de répondre, il y a une instruction qui a été donnée par la ministre de l'Intérieur aux communes de manière à s'assurer aussi de la qualité de ces logements qui seront mis à disposition. Donc, le CPS pourra également se baser sur ces constatations. Toch ook nog wat vragen die terugkomen. Welke categorie die moet toegekend worden als er verschillende generaties gaan samenwonen? Bijvoorbeeld ook met minderjarige kinderen krijgt dan iedere ouder met een kind ten laste een equivalent leefloon. Nu, zoals Sandrine reeds gezegd heeft, dus als het gaat om een leefloonbegunstigde die een tijdelijk ontheemde uit Oekraïne opvangt, dan bevelen wij aan het basisbedrag te behouden van de persoon die opvangt. Dus bijvoorbeeld als de persoon die opvangt recht had op een leefloon alleenstaande persoon, dan blijft deze categorie behouden. Nu, voor de personen die het tijdelijk beschermingsstatuut genieten en die gehuisvest worden, moet er, zoals Sandrine ook zei, gekeken worden naar de feitelijke situatie die uit sociaal onderzoek naar voren komt. Indien effectief blijkt dat het gaat om een gezin of een ouder met minderjarige kinderen ten laste, dan zal er inderdaad een categorie 3 kunnen worden toegekend. Dus gewoon zoals het altijd al is gebeurd. Een aanvullende vraag daarop, Jolien, is ook van als de gezinnen nadien zouden gaan samenwonen of dat iedere gerechtigde dan een recht heeft op een installatiepremie. Wel, de begunstigden van tijdelijke bescherming die zullen een installatiepremie kunnen ontvangen in het kader van de organieke wet, wanneer zij dus dakloos zijn en een nieuwe huisvesting vinden. Indien zij dus na tijdelijk gehuisvest te zijn bij particulieren zich op de woningmarkt begeven, ten einde dus een woning te kunnen vinden, zullen zij inderdaad aanspraak kunnen maken op een installatiepremie in het kader van de organieke wet, indien zij aan de voorwaarden voldoen. Alors, une question qui est revenue également fréquemment, c'est sur l'enquête sociale. Beaucoup de questions qui demandent sur quoi doit porter cette enquête sociale, avec des exemples comme est-ce que ça fait apparaître qu'il y a des revenus qui viennent de la famille en Ukraine, par exemple? Est-ce qu'ils doivent en tenir compte? Comment est-ce qu'on peut vérifier que la personne n'a pas accès à ses comptes bancaires en Ukraine? Ce type de questions. Comme Yolène l'a dit tout à l'heure, elle a pris un exemple assez parlant d'une personne qui est venue au CPS en disant « Oui, mais j'ai une pension en Ukraine ». Le CPS n'avait pas la certitude. Ici, on dit « Tiens, est-ce qu'on peut accepter une déclaration sur l'honneur ?» Mais le CPS n'avait pas la certitude que cette personne a accès à son compte. On n'est pas certain non plus que
l'Office des pensions en Ukraine continue à verser ces sommes. Et donc là, on n'a pas encore l'information. Donc, on tient compte des ressources dont la personne dispose effectivement. Donc, si pour le moment, elle n'a rien, elle n'a rien. Et donc, au niveau de l'état de besoin, c'est constaté qu'elle est pour le moment sans ressources. Si même elle venait à disposer à un autre moment le CPS en dispose par exemple à partir du 4e mois, on a accès au compte bancaire, on voit que le paiement des pensions a été maintenu, rien ne l'empêche à ce moment-là de récupérer les sommes qui ont été octroyées. Mais il faut vraiment que la personne dispose de ces ressources. Ik kom nog heel eventjes terug op een vraag die eerder gesteld is, maar duidelijk bij de Q&A blijkt het toch nog wat verwarrend te zijn. Dus mijn vraag is nogmaals, kan iemand een equivalent leefloon krijgen met de bijlage 15 of pas vanaf de A-kaart? Nee, dit kan perfect vanaf de bijlage 15. Dat is duidelijk. Dank u wel, Jolien. Alors, je vois qu'il y a de nouveau des questions sur le PIS. Juste pour confirmer, vous avez bien parlé d'un PIS facultatif, parce que c'est ça qui revient tout le temps. Est-ce qu'il est obligatoire? Il me semble que vous en avez bien parlé. Non, on est en aide sociale, donc effectivement, le PIS n'est pas obligatoire. Voilà. Alors, suite à ça, une petite question sur l'AMIF, donc l'aide pour les personnes réfugiées, bien que ce ne soient pas des réfugiés dans ce cas-ci. On demande en fait si, étant donné qu'ils sont originaires de pays hors de l'Union européenne, est-ce qu'il est envisageable que des subsides AMIF activation soient octroyés? Je ne vais pas, on ne va pas improviser là-dessus parce que effectivement, il faudrait qu'on vérifie avec le dispositif qui est prévu au niveau de la MIF, mais on mettra la réponse sous forme de FAQ sur notre site. Er is ook een vraagje gesteld, heel concreet rond de terugbetaling van kosten voor aansluiting en bijdrage van de mutualiteit door de pot. En de vraag is hoe dat dit precies concreet verloopt. Via formulieren A en B voor elk dossier is de vraag. Dus hoe dat het precies verloopt wanneer kosten voor aansluiting en bijdrage van de mutualiteit. Ja. Donc, normalement, l'INAMI a mentionné, a demandé à toutes les mutuelles d'affilier les personnes. Donc, comme on l'a dit, les personnes seront affiliées dès le document d'enregistrement à Bruxelles. Donc, les mutuelles doivent affilier et en plus de ça, elles vont normalement faire une affiliation gratuite. Donc, normalement, il n'y a même pas un remboursement des frais d'affiliation, mais nous avons accepté de toute façon les frais d'affiliation si jamais il y avait une mutuelle qui demandait des frais d'affiliation, mais normalement, il n'y aura pas de frais d'affiliation. Donc, à partir de ce moment-là, la mutuelle va directement prendre en charge. Donc, ce n'est même plus au CPS à prendre en charge. En attendant, s'il y a un problème, le CPS peut déjà ouvrir une carte dans Mediprima, une carte de médicale urgente. Je prends par exemple un cas d'une femme qui arrive d'Ukraine, qui n'a pas encore eu le temps d'aller se faire enregistrer, mais qui est enceinte et qui doit accoucher, ou qui est entre deux eaux, enfin qui vient de passer, et bien alors que le CPS ouvre déjà une carte médicale dans Mediprima, et alors après ça, c'est nous qui nous occuperons des remboursements avec l'INAMI, donc il n'y a pas de souci. Merci. Alors, par rapport au statut de tout ce qui est Belgique et étranger, beaucoup de questions reviennent. Est-ce que la carte A autorise le logement en Belgique, mais par exemple un contact de travail en Allemagne ou en France, par exemple? Et est-ce qu'ils sont autorisés à aller à l'étranger de manière plus générale avec cette carte A? Nous avons posé la question à l'Office des étrangers. Pour pouvoir travailler dans un autre État membre, il faut voir quelle est la législation dans un autre État membre. Si vous venez en Belgique, par exemple, il faut introduire un permis de travail pour certaines catégories d'étrangers. Donc ici, en tout cas, les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent travailler en Belgique, mais pour savoir s'ils peuvent aller travailler en Allemagne, il faudra voir ce que l'Allemagne a prévu dans sa réglementation. Pour ce qui est de voyager, la carte A ne suffit pas. Il faut que ces personnes aient un passeport pour pouvoir voyager.
Er is een vraagje gesteld van wat indien in dit geval een ziek persoon die opgenomen is in het ziekenhuis zich niet fysiek kan aanmelden op de heizel voor de registratie. Zou dat dan mogelijk zijn op basis van een medisch verslag of zijn er alternatieven naar registratie wanneer dit niet fysiek kan? Nous avons posé la question à l'Office des étrangers aussi, Anita, mais ils sont en cours de réflexion. Ils savent bien que ces personnes sont très vulnérables et voient ce qui peut être mis en œuvre à ce niveau-là. Ok, merci Sandrine. Alors, les personnes vont peut-être être accueillies d'abord dans une commune et puis finalement aller dans un autre lieu. Comment est-ce que ça va se passer? Si le CPS a déjà, par exemple, le CPS de Louvain qui aurait déjà commencé à donner une aide et puis que la personne change de lieu d'accueil, comment est-ce que ça se passera dans ce cas-là? En fait, il y a une règle de compétence qui est prévue à l'article 2, paragraphe 5, pour les bénéficiaires de la protection temporaire. Le CPS qui est compétent, c'est le CPS du lieu où ils sont inscrits au registre des étrangers. Donc, c'est ça qui va déterminer le CPS compétent. Donc, dans un premier temps, tant qu'ils ne sont pas inscrits au registre des étrangers, ce sera la règle générale de l'article 1er, premièrement, de la loi de 65 qui s'applique, donc le CPS du lieu de résidence habituel et effectif de la personne. Et après, donc, c'est une fois qu'ils sont inscrits au registre des étrangers, c'est cette fameuse règle spécifique de compétence qui s'applique. Oui. Ja, ik ben nog heel eventjes door de Q&A aan het snuisteren. Ik pik er nog heel even een vraag uit betreffende toch het samenwonen, meer bepaald als een gezin en een ander gezin die opvangt, dienen dan de kost en inwoon te regelen met diegene die ermee samen woont en mag dit dan worden uitgesplitst volgens het equivalent leefloon? Nu, dat is iets belangrijks dat ik wil benadrukken. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee zaken. Enerzijds de toe te kennen categorie en anderzijds het toe te kennen bedrag. De toe te kennen categorie van het equivalent leefloon, dat geeft het maximumbedrag aan dat federaal kan worden terugbetaald op basis van de feitelijke leef- en woonsituatie van de betrokkenen. Dus dat is alleenstaande, samenwonende, persoon met gezinslast. Het toe te kennen bedrag, dat hangt af van de door de OCMW vastgestelde staat van behoeftigheid. Het is dus pas aan het einde van het sociaal onderzoek dat de staat van behoeftigheid kan worden vastgesteld. Als ik nu een voorbeeld geef van een gezin met een minderjarig kind dat gratis een appartement ter beschikking gesteld krijgt door een particulier, dan zal de toe te kennen categorie dus enerzijds categorie 3 zijn gezin ten laste. En na het sociaal onderzoek kan de behoefte bijvoorbeeld worden geraamd op €800 minder dan de categorie gezin ten laste, aangezien er geen huur of andere lasten betaald zijn. Het is opnieuw rekening houden met het voordeel in natura, zoals we al verschillende keren hebben aangehaald. Maar het is dus louter aan het OCMW om via het sociaal onderzoek de staat van behoeftigheid te bepalen. Hierbij is er geen sprake van doorstortingen aan de personen die gezinnen of die personen opvangen. Daar is geen sprake van. Jolien, even aanvullend daarop. Er zijn ook een aantal deelnemers die vragen blijven hebben rond die voordelen in natura. En of dat er toch eens kan stilgestaan worden bij een aantal voorbeelden daarvan. Of dat er echt eens heel concreet een aantal voorbeelden van die voordelen in natura kunnen gegeven worden. Die vraag komt een aantal keer terug. Nu, het is natuurlijk moeilijk om daar concreet voorbeelden van te geven, omdat dat situatie per situatie zal moeten bekeken worden door het sociaal onderzoek. Er zal iedere keer moeten gekeken worden van, kijk, is er sprake van samenwoning, regelen ze het huishouden gemeenschappelijk of niet? Of gaat het louter om iemand die een kamer ter beschikking stelt, maar voor de rest zegt van, ja, kijk, ik trek er mij niets van aan, bij wijze van spreken. Dus dat is iets dat het sociaal onderzoek zal moeten vaststellen en op die manier ook de voordelen in natura. Dus dat hangt daarmee samen. Dus qua concrete voorbeelden, ja, er moet gewoon worden nagegaan of er sprake is van samenwoning of niet. Dank u wel, Jolien. Alors, beaucoup de personnes se posent des questions sur les contrôles et sur la manière dont le SPP va vouloir
contrôler les montants des subsides. Donc, par exemple, comment est-ce qu'ils vont pouvoir déclarer des aides équivalentes afin de bénéficier de la subvention? Comment est-ce qu'ils vont devoir justifier ce taux de remboursement majoré? Donc voilà, est-ce qu'on a déjà des informations à donner à ce niveau-là? Alors, il faut évidemment être prudent dans la réponse parce que, comme on l'a dit, pour l'instant, nous avons une décision de principe du Cairn et nous sommes en train de préparer le dossier avec le projet de loi qui doit encore être adopté par le Conseil des ministres et par le Parlement. Donc, je parle en quelque sorte un peu au conditionnel, mais la proposition que nous avons formulée et qui sera examinée par le Conseil des ministres est une proposition qui est calquée sur le modèle de ce qui avait été fait en 2016, où c'était une majoration du taux de remboursement qui n'était pas conditionné. Donc, c'est un forfait qui était octroyé et il appartient au CPS de décider à quoi il affectera cette subvention majorée. Est-ce qu'il va l'affecter à du recrutement de personnel? Est-ce qu'il va l'affecter à des frais de logistique, de traducteurs, d'interprètes ou que sais-je? Et donc, il ne nous appartiendra pas de contrôler l'affectation de ces moyens. Ce sera un forfait qui sera octroyé automatiquement au CPS. Je parle évidemment au conditionnel, puisque à ce stade-ci, le projet de loi n'a pas encore été promulgué. Mais c'est en tout cas la proposition que nous avons formulée en tant qu'administration. Voilà. Ja, ik kom toch eens op de vraag terug rond de categorie voor hoe dat de categorie wordt bepaald voor gezinnen die in een gastgezin worden opgevangen. Dus eigenlijk wat de basis daarvan is. Dat is een vraag echt. Je vais peut-être répondre ici, mais on va être très clair. Donc, c'est ce qu'a dit Yoline déjà. Donc, pour la catégorie, c'est l'enquête sociale qui va déterminer la catégorie. Ça a toujours été, on ne va pas changer. C'est la même chose que ce qu'on a fait pour les vagues de régularisation, pour les personnes qui se souviennent des anciennes régularisations qu'on a fait en 9 terres ou en 9 bis, c'était exactement la même chose. La catégorie dépend de l'enquête sociale du CPS. Il appartient donc au CPS de déterminer cette catégorie et en fonction de la catégorie, d'analyser. Et donc, c'est l'enquête sociale qui va le faire. Et donc, il n'y a pas une règle déterminée parce que la situation d'un Ukrainien n'est pas la situation d'un autre Ukrainien. On ne peut pas mélanger les situations. Donc, c'est pour ça que c'est l'enquête sociale qui va le déterminer. Et c'est l'enquête sociale du CPS qui va déterminer cette catégorie. Ce que l'on a dit, c'est que la personne qui bénéficiaire du revenu d'intégration qui accueille un Ukrainien, lui ne change pas de catégorie par rapport à l'enquête sociale que le CPS avait fait précédemment. Donc, si par exemple un CPS avait octroyé un taux isolé à une personne en revenu d'intégration et que cette personne en revenu d'intégration accueille un Ukrainien, eh bien, elle garde sa catégorie isolée parce qu'ils ont gardé le statut. Maintenant, il appartiendra au CPS, encore une fois, de refaire l'analyse complète à un moment donné et de voir s'il y a vraiment plus, si maintenant la personne qui est ukrainienne, je ne sais pas, peut-être qu'ils tombent amoureux, enfin j'en sais rien, s'ils se remettent ensemble, bien alors ils vont devoir changer la situation. Et là, ce sera le CPS qui va revoir de nouveau sa situation par rapport à la catégorie et par rapport à son enquête sociale. Donc, c'est vraiment l'enquête sociale du CPS qui détermine la catégorie. Dank u wel voor de verduidelijking, Valérie. Alors, ici, dans une situation un peu d'urgence, les CPS accueillent déjà beaucoup de gens et apparemment certains n'ont pas encore été enregistrés. Ils vont seulement retourner pour avoir un enregistrement. Dans l'attente de cet enregistrement, ils n'ont donc droit à aucune aide à part l'aide médicale urgente. Et qu'est-ce qui va se passer pour les frais que les CPS ont avancés pour accueillir ces personnes parce qu'il fallait les accueillir tout de suite? Alors, effectivement, c'est l'AMU. Dans ce cadre-là, Yoline l'a présenté, les personnes, donc on les incite bien sûr vivement à aller s'enregistrer, c'est la première chose. Et donc, c'est l'aide médicale urgente jusqu'à ce que les personnes aient l'attestation de protection temporaire et se soient présentées à la commune. Tu parles de frais, Pauline.
ce n'est pas très clair. En tout cas, avec Fedasil, on a déjà une première information que Fedasil met à disposition des navettes jusqu'aux communes pour amener les gens, quand ce n'est pas possible de distribuer des tickets pour les transports en commun. Par contre, pour les autres frais qui seraient pris comme le transport, je suppose que c'est ça qu'on vise ici dans la question, là, il n'y a rien qui est prévu comme prise en charge au niveau du SPP. Nous sommes sur l'aide aux personnes qui est prise en charge. Il y a des exemples d'aide alimentaire, de frais de traduction, ce type de frais. Non, il n'y a pas de prise en charge qui est prévue pour ça dans notre réglementation. Een korte en duidelijke concrete vraag is of het OCMW een huisbezoek moet afleggen in het kader van een sociaal onderzoek. Ja, dat is hetgeen dat wij ook hebben aangehaald. Nu is dat binnen de 3 maanden in het kader van het sociaal onderzoek Light, om toch na te gaan dat er geen misbruiken zijn qua mensenhandel, qua huisjesmelkerij. Dus ja, inderdaad. Alors, beaucoup de questions par rapport à la suite. Donc, on a parlé de 3 mois, mais ensuite, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent refaire une enquête? Voilà, c'est pas très clair sur la suite après les 90 jours. Alors, moi, donc, pour l'instant, on règle les problèmes des 3 premiers mois. On est d'accord. Donc, on va essayer d'adapter forcément nos facs. Nos facs vont être adaptés chaque fois et on va essayer de les mettre chaque fois à jour. Donc, on va faire la même chose que ce que l'on a fait avec le Covid. Donc, on va adapter les facs. On va en discuter notamment avec les juristes des fédérations pour essayer que la fac soit le plus claire possible. Donc, en fonction des informations que l'on va avoir, forcément, on va devoir adapter nos facs. Donc, me dire ce qui va se passer dans 3 ans, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je ne peux pas le savoir. Est-ce que le conflit va se terminer et que tous les Ukrainiens vont repartir? Je ne saurais pas vous le dire. Donc, on ne sait pas encore, mais on va adapter nos facs. Ce que l'on sait déjà, c'est que ces personnes, dès qu'ils sont inscrits à la mutuelle, sont considérés comme bénéficiaires de l'intervention majorée soins de santé. Ce qui veut dire que ça ouvre toute une série de droits, aussi les mêmes droits que tous les bénéficiaires de l'intervention majorée soins de santé. Donc, déjà là-dessus, il y a un droit qui a été ouvert. On sait que, par exemple, pour le MAF social, donc le maximum à facturer, il va être aussi préservé. Donc, voilà, on avance comme ça, fur et à mesure, pour voir un petit peu tous les droits qui vont arriver. Mais nous dire exactement ce qui va se passer dans 3 mois, dans 4 mois ou dans 5 mois, on ne peut pas encore vous le dire. Donc, voilà, on essaie d'abord de régler la situation actuelle, mais on reviendra certainement avec des facs à ce propos-là, et notamment avec aussi une circulaire peut-être un peu plus poussée sur ce qu'il faudra faire quand on aura la loi avec les 35% et les 25% en plus. Jolien, ik kom heel eventjes terug op het recht op het equivalent leefloon. In de presentatie is aangegeven dat er 3 zaken moeten voldaan worden. Een aanmelding in de gemeente, positieve woonscontrole en het beschikken over een aankaart. En vervolgens zou gezegd worden dat dat kan vanaf een bijlage 15. Er zijn een aantal deelnemers die vragen of dat toch nog eens met zekerheid kan duidelijk gemaakt worden, wanneer dat recht op het equivalent leefloon aanvangt. In de presentatie had ik gesproken over 2 voorwaarden. De betrokkenen moet in bezit zijn van een attest van tijdelijke bescherming en de betrokkenen moet zich aangemeld hebben bij de gemeente. Maar aangezien als de betrokkenen zich aanmeldt bij de gemeente, gaat de betrokkenen een bijlage 15 krijgen. Dus op die manier is er vanaf dan recht op equivalent leefloon. Oké. Maintenant, une question par rapport à tout ce qui est droit à l'assurance maladie. L'INAMI a parlé que les personnes pouvaient s'inscrire gratuitement, donc sans paiement de cotisation. Nous, dans un écho, nous avons parlé que les frais d'affiliation à une mutuelle seraient remboursés par l'État. Est-ce qu'on peut clarifier ce point? C'est-à-dire que les frais d'affiliation actuellement, je ne parle pas des Ukrainiens, mais les frais d'affiliation en aide équivalente sont remboursés par l'État. Donc, quand nous avons fait nos facs, nous avons mentionné que
nous les remboursions. Et puis l'INAMI a pris une décision en disant que pour les Ukrainiens, ces frais d'affiliation seraient gratuits. Donc, il n'y a pas de remboursement de l'État puisqu'ils sont gratuits. Enfin, je veux dire, le CPS ne paye rien, donc il n'y a pas de remboursement au CPS. Mais si jamais il y avait eu un problème d'affiliation et que le CPS avait dû payer quelque chose pour l'affiliation, nous aurions pris en charge cette affiliation. Enfin, l'État aurait pris en charge cette affiliation. Er is een vraag met betrekking tot de toekenning van het equivalent leefloon, of dat in dat geval ook een werkbereidheid moet worden aangetoond. En moet er een GPMI dan worden opgemaakt? Zoals we reeds gezegd hebben, een GPMI is in het kader van een equivalent leefloon niet verplicht. En wat de werkbereidheidsvereisten betreft, ja, de betrokkenen kan met zijn attest van tijdelijke bescherming deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dus ja, deze voorwaarde kan op dezelfde manier geanalyseerd worden als voor andere aanvragen. Alors maintenant, une petite question relative à l'aide alimentaire. Est-ce que les personnes ont droit à l'aide alimentaire du FEAT, par exemple? Alors, la réponse est oui. Les personnes ici qui sont sous protection temporaire, pour autant évidemment qu'elles ne disposent pas de revenus supérieurs au seuil de pauvreté, ont tout à fait droit à l'aide alimentaire dans le cadre du FEAT. Ja. Er zijn heel veel vragen die wat terugkomen rond naar voordelen in natura, maar ja, of dat er echt geen voorbeelden kunnen gegeven worden om dit toch een beetje beter in kaart te brengen. Maar ik ben nog een beetje verder aan het kijken. Er is een vraag van een andere orde. Hoe worden de huurovereenkomsten geregeld bij het ter beschikking stellen van woningen door privé- en of sociale huisvestingsmaatschappijen en de OCMW zelf? Dus hier een vraag naar huurovereenkomsten. Ik weet niet wie dat daar eventueel... Alors, il faut, donc, en ce qui concerne les avantages à nature, prenons un exemple, on l'a déjà dit, c'est par exemple la personne qui est dans une maison et qui ne paye rien parce que la commune lui a mis une maison à disposition. Voilà, il ne paye pas de loyer, il y a donc un avantage en nature là-dessus. Donc, il appartient au CPS d'évaluer cet avantage en nature. En ce qui concerne maintenant les contrats de location, alors ce n'est pas notre compétence, c'est une compétence des régions, donc il faudra voir avec chacune des régions comment celles-ci vont réagir. Mais il peut y avoir forcément des contrats à titre précaire qui vont être mis en place. Donc, on sait que déjà la région wallonne va mettre en place un type de contrat. Je ne sais pas si elle va le faire, si la Flandre va faire le même type de contrat à titre précaire. Bon, mais ça va dépendre un petit peu de chacune des régions et comment elles vont réagir. Et je suis sûre que dans peu de temps, il y aura des informations là-dessus qui vont être données par les régions. Alors, maintenant, une question relative aux allocations familiales. Donc, imaginons que le CPS accorde des prestations familiales en avance sur les allocations familiales. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y aura une récupération auprès des caisses d'allocations familiales ou est-ce que ce sera au CPS de rembourser? Beaucoup de questions sur ce secteur. Est-ce qu'il y a déjà des accords, par exemple, pour les allocations familiales? Qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce niveau-là? Déjà, ça dépend d'une région à l'autre. Donc, en tout cas, je peux dire que pour la Wallonie, j'ai vu passer une information comme de quoi ce sera à partir de l'annexe 15. Mais voilà, donc comme on l'a recommandé, il vaut mieux s'affilier le plus vite possible auprès d'une caisse. Et effectivement, dans l'attente, s'ils ont le statut de bénéficiaire de la protection temporaire, des avances peuvent être possibles, oui. Kijk, nog heel eventjes naar vragen binnen een ander thema.
Une sous la main, Anita, si tu souhaites. Oui, merci Pauline. Voilà, alors il y a quand même beaucoup de craintes par rapport à tout ce qui est inspection et la manière dont ils vont justifier tout ça, notamment des craintes par rapport à la remise en cause de la catégorie que le CPS aura décidé. Donc remettre en cause le statut cohabitant ou isolé. Est-ce qu'on peut peut-être un peu rassurer les CPS au niveau de ce sujet? Alors, je ne pense pas que les CPS, notre inspection remet en cause le statut de cohabitant ou d'isolé, ou va poser plutôt des questions. Le problème, c'est l'enquête sociale. Si l'enquête sociale détermine pourquoi est-ce qu'on a mis ce taux-là, l'inspection ne remet pas en cause. Le problème, c'est quand il n'y a pas d'enquête sociale. C'est ça qui pose problème. Mais elle ne remet pas en cause la catégorie qui a été mentionnée. Merci Valérie. Anita, est-ce que tu as une question du côté néerlandophone? Sinon, j'en ai encore une autre sous la main. Er zijn heel veel vragen die terugkomen naar voordelen in Natura. Dat zijn heel veel vragen naar concrete voorbeelden, maar het is hier al toch een aantal keren verduidelijkt door de collega's. Ook vragen naar de categorieën van samenwoonst die telkens malen terugkomen. Nu, die informatie die zal ook op de website wel in fax meer en meer verduidelijkt worden, waar dat er dan kan op teruggegrepen worden. Ook vragen naar die A-kaart en die bijlage 15. Si je peux me permettre, juste pour les catégories, hein, et parce que je vois que ça pose des problèmes. Nous avons déjà, je conseille tout le monde d'aller revoir ce que l'on a écrit en ce qui concerne la circulaire sur le droit à l'intégration sociale. Dans la notion, dans le chapitre, j'ai oublié le chapitre, ça ne me revient pas, mais dans le chapitre des catégories, il y a toute une série d'exemples concrets quand on est en hébergement, quand on est dans une institution, quand on est... Nous appliquerons exactement la même... Enfin, on applique exactement la même chose. Il n'y a pas un changement parce qu'ils sont ukrainiens ou parce qu'ils sont belges ou libanais, j'en sais rien. Mais ça... Et donc, si vous avez un doute et que vous voulez vous rattacher à quelque chose dans les catégories, je vous renvoie à ce qui est mentionné dans la circulaire avec toute une série d'exemples pour les catégories, si la personne est en institution, si la personne... Et vous allez voir qu'il y a toute une série d'exemples là-dessus. Et donc, on se rattache exactement à la même chose. Mais c'est toujours l'enquête sociale du CPS qui prime. Ja, dank u wel, Valérie. Een concrete vraag naar bevestiging of dat de inschrijving bij het ziekenfonds automatisch gebeurt of dat het OCMW dit moet doen. Dit is gezegd geweest, maar iemand moet dan toch die informatie even kwijtgespeeld zijn. Dus bevestigen dat een inschrijving bij het ziekenfonds automatisch gebeurt of dat dit door het OCMW dient te gebeuren. Dat is de vraag. Het is de taak van een OCMW om de betrokkenen aan te sluiten bij een ziekenfonds, ofwel naar hun keuze, ofwel bij het algemeen. Dank u wel, Jolien. Alors, par rapport à l'engagement de personnel, je laisse terminer la traduction avant de poser ma question. Voilà, désolée. À quelle date est-ce qu'ils vont pouvoir engager du personnel plutôt au niveau, est-ce qu'ils doivent attendre que le texte soit arrêté et publié ou est-ce qu'ils peuvent déjà commencer les démarches et il y aura un effet rétroactif? Alors, comme je l'ai indiqué, toujours au conditionnel puisqu'on n'a pas encore le texte voté par le Parlement, mais dans la proposition que nous avons proposé au gouvernement, on prévoit bien l'effet rétroactif au 4 mars de cette année. Et dès lors, les CPS peuvent déjà entreprendre des démarches, mais je ne peux évidemment pas présager de la suite des opérations. Mais bon, j'ai déjà entendu qu'un certain nombre de CPS ont déjà commencé à recruter, etc., puisqu'on a déjà une base en quelque sorte avec la décision du Cairn. Voilà.
Merci Alexandre. J'en profite pour rappeler, parce que je vois les questions, que le PowerPoint en français et en néerlandais sera mis à disposition sur notre site, que le webinaire sera également disponible en review et sur notre site et sur YouTube, que la rubrique Ukraine, c'est là que vous avez tous les documents, donc les facs dont mes collègues ont parlé, les différentes informations, et on met tout au même endroit pour que vous n'ayez pas voilà, à chercher à différents endroits. Donc c'est vraiment là que vous devez aller pour avoir plus d'informations. Et si je peux ajouter un point, c'est que pour les demandes d'aide équivalentes qui sont déjà faites et dont vous envoyez déjà vos documents, donc le formulaire D, mentionnez bien le statut K. Voilà, c'est le statut K qui est la première fois utilisé, il n'avait jamais été utilisé, mais dans les formulaires qui sont rendus au SPP, de bien mentionner ce statut K. Voilà. D'autres questions du côté néerlandophone, Anita? Een heel praktische vraag ook in verband met het softwareprogramma binnen de OCMW is of dat die gastgezinnen daarin mee moeten opgezet worden. Dus komen zij mee in het sociaal verslag. En dan bijkomend is er dan natuurlijk ook de vraag naar GDPR. Dus de gastgezinnen moeten die mee in het softwareprogramma worden opgenomen. Ik weet niet of dat daar al mogelijke antwoorden op zijn, op die vraag. Of dat dan nog een beetje moet bekeken worden. Dan nemen we sowieso die vraag nog wel mee. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question parce que ce n'est pas la question du logiciel qui est en cause, si je comprends bien, mais la question de l'enquête sociale. Ici, ça porterait sur la question de savoir si dans l'enquête sociale, on doit également introduire ou examiner la situation de la famille hébergeante. C'est ça? Ja, de gastgezinnen. Je ne sais pas si... Mais simplement, moi, je veux dire que donc, les familles ukrainiennes qui vont être domiciliées chez des particuliers vont être encodées en 141. Donc, 141, code 6. Ce qui veut dire que ça va être séparé dans le registre national. Et donc, normalement, les logiciels sont liés par le registre national. Donc, il ne va pas avoir un encodage à faire donc, dans l'application. Donc, c'est ça que je ne comprends pas très bien le point de vue, puisque ça va être sur base, on va voir ce code quand on va, enfin, quand le CPS va faire son enquête sociale, il verra sur le code 141, barre 6. Donc, voilà. Maintenant, s'il y a une question un peu plus particulière sur comment on encode, alors, voilà, on ne la voit pas très bien, mais nous voulons bien y répondre, mais il faudrait peut-être l'exprimer alors par email plus tard et on cherchera alors plus loin. Alors. Maintenant, une question très pratique. Est-ce qu'on doit continuer à demander l'attestation d'aide médicale urgente complétée par le médecin? Oui. Oui. Donc, en fait, on avait suspendu à un moment donné quand c'était la période Covid. Pourquoi? Parce qu'en fait, les hôpitaux ne la délivraient plus, tout simplement. Et donc, c'était ça qui posait problème. Mais maintenant, on est revenu à la normale, il n'y a plus de Covid, donc il n'y a plus de règles. Donc, l'attestation médicale urgente est obligatoire dans tous les cas de figure. Quand on donne l'abus, bien sûr. Mais je peux dire, pour les illégaux actuels, ça fonctionne de la même façon aussi. En extension à cette question, comment est-ce que ça va se passer pour les personnes qui viennent d'Ukraine et qui n'ont pas la nationalité ukrainienne? Est-ce qu'elles vont être inscrites en tant que demandeurs d'asile avec une annexe 26 ou est-ce qu'elles peuvent bénéficier de la protection temporaire et donc avec l'annexe 15? Deux choses, Pauline, à mon avis ici. Premièrement, ce n'est pas parce qu'il existe ce nouveau statut de protection temporaire que je ne peux pas introduire une demande d'asile. La directive le prévoit. On a déjà eu plusieurs cas que j'ai eu les personnes au téléphone. Fait d'asile, pour le moment, de toute façon, recommande aux personnes d'introduire aussi alors une demande de protection temporaire qui est plus avantageux puisqu'il y a une carte qui va être délivrée. Donc ça, c'est une première chose à dire. La seconde chose, c'est que le statut de protection temporaire ne vise pas que les personnes d'origine ukrainienne, mais aussi les personnes ressortissantes d'États tiers qui avaient une protection internationale en Ukraine.
Donc, si j'imagine quelqu'un qui était de Syrie arrivé en Ukraine à un moment donné, qui avait introduit une procédure d'asile ou équivalent là-bas et qui avait eu ce statut là-bas, il peut introduire une demande de protection temporaire et il peut en bénéficier. Il fait partie des personnes que Yoline a citées en début de présentation qui bénéficient de ce statut. Een zeer concrete vraag. Dat is, dienen de OCW's het abonnement van de lijn voor de mensen van Oekraïne te voorzien? Is dat iets dat zij kunnen voorzien in een abonnement van de lijn, openbaar vervoer bij uitbreiding? Sandrine, ik dacht dat het ook langs de Franstalige kant aan jou al eens was gesteld, als ik het Dus de goed vraag heb. dat terugkomt. Pour un abonnement, éventuellement, les personnes, si elles veulent, elles en ont besoin, le CPS, de nouveau, dans le cadre de son enquête sociale, peut estimer qu'un abonnement est nécessaire, oui. Il faudra voir au niveau de Delaine les conditions d'octroi, si c'est plus avantageux pour eux en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. Ça, faut vraiment voir auprès de chaque institution. Mais je pense qu'en plus, comme ils sont bénéficiaires de l'intervention majorée soins de santé, donc BIM, oui. il y a une réduction qui doit être faite auprès de l'AIN, parce que je pense que le TEC le fait aussi, de l'AIN et la SNCB aussi. Donc, il y a des réductions ou parfois même des abonnements presque gratuits. Donc, voilà, c'est à voir, mais ils seront BIM, donc enfin bénéficiaires de l'intervention soins de santé. Donc, voilà, ils auront ce statut-là. Question très pratique également, est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'une allocation de chauffage? Oui. Donc, à partir du moment où ils ouvrent le droit à l'aide équivalente au revenu d'intégration, ils ouvrent le droit à toutes les aides comme les autres. Donc, il y aura toutes les aides qui seront possibles. Donc, ils pourront bénéficier de la participation et de l'activation sociale si c'est nécessaire. Ils pourront bénéficier, pour l'instant, le fonds gaz-électricité, étant donné qu'ils n'ont pas c'est pas vraiment pour eux, puisqu'ils n'ont pas de dette énergétique ici en Belgique pour l'instant, mais ils pourront bénéficier d'une allocation de chauffage s'ils sont dans les conditions de l'allocation de chauffage. Donc, il n'y a pas de souci. Ils ne sont pas considérés comme en séjour illégal, ils sont considérés comme en séjour légal. Donc, ils ont droit à toutes les aides qui fonctionnent. Je vais récapituler 2-3 informations parce que je vois des questions qui reviennent auxquelles vous avez répondu. Vous m'arrêtez si je me trompe. Donc, par rapport au statut, c'est le CPS qui déterminera le statut via l'enquête sociale. Par rapport au PIS, on a bien expliqué qu'il était facultatif dans ce cas-ci. Par rapport aux différentes aides sociales, ils ont donc droit à l'aide alimentaire, à l'aide énergétique, à l'équivalent de revenu d'intégration sociale. Tant qu'ils n'ont pas été enregistrés au ESL, ils ont uniquement droit à l'aide médicale urgente. Je regarde les autres questions. Si du côté néerlandophone, tu as une autre question, Anita? Veel vragen die terugkomen. Dus ik denk dat de meeste wel zijn behandeld. Ja, ik ben al een beetje verder. De nouveau, pour les personnes âgées, on en avait donc parlé, ils ont donc aussi droit à l'aide sociale. Est-ce que le rapport social individuel est nécessaire dans tous les cas? Il faut une enquête sociale individuelle dans tous les cas, oui. Ik geloof dat ook al het antwoord gegeven is op de vraag of dat er een recht is op een integratie voor IGO voor tijdelijk ontheemden. Dat was de vraag. Dus is er recht op een IGO voor de tijdelijk ontheemden? Maar ik geloof dat die ook al beantwoord is, die vraag. Pour la GRAPA, oui, on a déjà répondu. Donc ça, ils ont droit à l'aide du CPS. Par contre, je vois passer allocation d'handicapés. Ça, il faudra se renseigner auprès de la DG handicapé. Et selon mes informations, effectivement, ils sont en train de préparer aussi
l'ouverture du droit aux allocations pour personnes handicapées. Bien. Alors, une autre question très pratique. Comment encoder un taux cohabitant si on ne renseigne pas l'hébergement? Pour tout ce qui concerne l'encodage dans les formulaires, nous sommes malheureusement que des juristes et pas des informaticiens. Donc, ce que je propose, c'est que nous allons revenir là-dessus. Nous allons voir avec notre service qui encode et voir un peu toutes les questions qui arrivent. Donc, vous pouvez, on va les garder, on va refaire des facs là-dessus et on va aller demander à notre service qui encode et qui avec tous les bons formulaires. Moi, je sais que c'est le D1 pour les formulaires concernant l'aide équivalente aux revenus d'intégration, mais exactement le type et les données qu'il faut rentrer, je ne sais pas. Donc, nous allons voir avec et nous mettrons toute une série de facs à ce niveau-là par après. Alors, une autre question très concrète. Qui crée le numéro BIS afin de créer une carte médicale? Alors, là-dessus, donc, ça dépend en fait. Donc, si c'est le CPS qui est le premier à créer son numéro BIS, bah, ce sera le CPS qui va créer le numéro BIS. Si maintenant la personne a déjà été à la mutuelle, il y aura déjà un numéro BIS qui aura déjà été créé. Donc voilà, c'est un petit peu. Alors nous sommes pour l'instant en train de voir avec la Banque Carrefour comment un peu s'y retrouver et pour être sûr de ne pas avoir des problèmes de matching. Mais normalement, voilà, si la personne n'est pas connue, il faudra que le CPS crée ce numéro BIS. D'autres questions, Anita? Non. Je peux continuer. Alors, est-ce que vous savez nous dire si pour ouvrir un compte bancaire en Belgique, la carte A ou l'annexe 15 suffit? Valérie, ton micro. Voilà, maintenant ça va mieux. Voilà. Alors en fait, nous avons vu que les institutions financières, normalement, on dit que dès qu'il y avait une annexe 15, ils pourraient avoir une ouverture de banque. Alors, c'était la communication du dessus. Il est possible que toutes les banques ne suivent pas exactement cette communication. Nous sommes en discussion et notamment aussi les fédérations de CPS pour s'assurer que les comptes bancaires puissent être ouverts rapidement. Alors, est-ce que les Ukrainiens sans abri doivent être réorientés vers fait d'asile? Et est-ce qu'il faut un avis d'incompétence comme pour les codes 207? Attends, parce que là, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais introduire maintenant de protection temporaire et normalement, au ESL, s'il n'y a pas de logement, pour ces personnes, c'est fait d'asile qui les héberge temporairement. Donc, je suis un peu étonnée si c'est dans l'autre sens qu'on pose la question. Donc, fait d'asile va les réorienter après vers la commune et la personne sera à la commune. Donc, Alors, une petite question au niveau de l'affiliation à des mutuelles. Est-ce que on envisage de simplifier la procédure d'affiliation pour que les CPS puissent affilier eux-mêmes des personnes? Car pour l'instant, les mutuelles refusent que le CPS réalise ces démarches à cause du GDPR. On peut relayer cette préoccupation auprès de l'INAMI pour voir ce qui est possible. Et j'imagine évidemment que l'intervention d'un tiers dans le cadre de l'exercice de ses missions sociales n'est pas incompatible. Mais on peut attirer l'attention de l'INAMI à ce sujet. Voilà, je parcours les questions, mais j'ai l'impression que la majorité ont déjà été traitées. Donc, dans tous les cas, vous pouvez toujours adresser toutes vos questions à questions@mis.be, donc mi-is.be, qui est l'adresse générale de notre front d'office et qui relaie toutes les questions à nos services compétents. Nous allons adapter les facs sur base des questions que nous avons reçues. Donc, voilà, consultez vraiment nos facs sur notre site web parce qu'elles vont évoluer. Nous allons les mettre à jour en fonction de toutes les questions que nous recevons. Est-ce qu'entre-temps, Anita, tu vois d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas encore répondu? Pas tout de suite, parce que niet zo meteen. Ik denk dat de meeste
vragen van de grote thema's behandeld zijn. En als het heel concrete vragen zijn, dan stel ik inderdaad voor dat die via mail aan onze diensten worden gericht. En dan zal daar inderdaad een vak van worden opgemaakt. Alors encore ici, une petite question très pratique. Est-ce qu'on peut bénéficier d'avance sur des frais pharmaceutiques, donc médicaux, mais plutôt au niveau des médicaments? Ben, encore une fois, c'est toujours le même problème, c'est que si c'est des frais médicaux, des frais de médicaments, normalement, il y aurait, enfin, pour que ces personnes arrivent, ben, directement, il va falloir un document du médecin, puisqu'on n'ouvre pas, enfin, sauf des médicaments, je veux dire de l'aspirine, mais sinon, normalement, il faut un certificat. Donc, voilà, et normalement, ils vont être affiliés à une mutuelle, et donc forcément, ce sera dans le cadre de la mutuelle. Donc, voilà, il faudra voir un peu le cas plus général, enfin, le cas particulier en tout cas. Par rapport au logement, des propriétaires qui accueillent pour l'instant des Ukrainiens, les hébergeront pour 2 ou 3 mois. Est-ce qu'ils doivent, au niveau des CPS, les renvoyer vers fait d'asile ou est-ce qu'ils doivent eux-mêmes trouver le logement? Non, donc si les personnes effectivement sont hébergées temporairement et puis qu'à un moment donné, elles décident de prendre leur autonomie, ce qu'on peut tout à fait comprendre par rapport aux personnes qui les ont accueillies, ce n'est pas fait d'asile qui va se charger de ça. Donc c'est effectivement au niveau de la commune, du CPS alors que cela va se passer. Merci. Et alors, c'est une personne qui est hébergée paie un loyer à l'hébergeant. Est-ce que celui-ci peut se faire rembourser des frais d'hébergement par le CPS? Non. Bah, on n'est pas non. Donc, mais par contre, comme on a dit, donc il y a les avantages liés au logement ici, mais ça, c'est pas le cas ici puisqu'ils payent un loyer. Par contre, bah, donc, au niveau des ressources de la personne, elle paye bien un loyer, donc il faudra en tenir compte de nouveau dans l'enquête sociale, qu'il y a un loyer qui est payé. Que ce soit c'est un tiers qui met une chambre à disposition ou que ce soit son propre logement d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut appliquer l'exonération de l'article 35 comme c'est parfois le cas pour le revenu d'intégration? Oui, s'il travaille, oui, puisqu'il sera dans les conditions. C'est vraiment comme on applique exactement les mêmes règles que quelqu'un qui est bénéficiaire d'une régularisation de droit de séjour, donc en aide sociale, et donc le CPS appliquera, s'il travaille, appliquera les règles de l'article 35. Très bien. Alors, des questions qui reviennent au niveau de l'article 60. Est-ce que l'article 60 est possible? Oui, puisque c'est une forme d'aide sociale, mais alors là, par contre, je ne veux pas préjuger de ce qui se fait en matière chômage. Donc, c'est avec l'article 60 à 2 buts, soit d'acquérir une formation, donc pourquoi pas, soit d'ouvrir le droit aux allocations de chômage. Ça, je ne sais pas vous dire s'il saurait ouvrir le droit aux allocations de chômage. Il faudra se renseigner auprès de l'ONEM, mais en tout cas, pour acquérir une autre formation, pourquoi pas, puisque ces personnes peuvent travailler. Ça, on vous l'a déjà mentionné. Par contre, j'ajouterais qu'au point de vue de la subvention, ce n'est plus le SPP qui est responsable de la subvention des articles 60, donc c'est les régions, donc il faudra quand même redemander aux régions pour voir s'ils subventionnent en article 60 le CPS sur cette point de vue-là. Er is een vraag genoeg rond de betaling van of de toekenning van de kinderbijslag. Kinderbijslag dat wordt pas betaald in de loop van de maand volgend op het recht. En de vraag is of dat het OCMW voor die eerste maand de kinderbijslag kan toekennen. Wat betreft de kinderbijslag hebben wij gesteld dat het OCMW in eerste instantie contact moet opnemen met betalingsinstellingen. Dank u wel, Jolien. Petite question très pratique pour des Ukrainiens qui seraient dans un internat scolaire. Doit-on faire une adresse de référence? Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, l'adresse de référence. Et est-ce que les Ukrainiens sont considérés comme des sans-abri et dans quelles conditions? Une structure collective, comme ils sont en structure collective, effectivement, donc l'adresse de référence, elle est possible. Comme on a dit, chez un particulier, ce n'est pas nécessaire avec ce nouveau code LOC qui a été créé au TI 141. Ça, c'est une première chose. Sans-abri de nouveau. Donc ça, c'est au CPS à apprécier par le biais de l'enquête sociale s'il considère la personne comme sans-abri ou pas.
nog eens een concrete vraag. Wanneer OCMW's zouden afwijken van de bestaande bedragen van het equivalent leefloon, dan is de vraag hoe ze dit dienen te registreren. Als ze afwijken van de bestaande bedragen van het equivalent leefloon. Hoe bedoel je registreren? Dat is de vraag, Jolien. Ja. Nu, diegene die de vraag... Als het over de formulieren gaat, de registratie in verband met formulieren, dan raad ik aan om contact op te nemen met de front office die daarvoor Je heel peux veel peut-être répondre. Donc, Ah. en fait, c'est comme dans l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration, le CPS va donner son formulaire D, et dans le formulaire D, il y a le montant que le CPS a octroyé à la personne. Donc, je ne vois pas où est le problème. C'est exactement dans le cadre du formulaire D de l'aide équivalente. Donc, je conseillerais de reprendre alors tout ce qu'il y a concernant l'aide équivalente, et notamment sur notre site Internet, où il y a les formulaires qui sont en ligne dans PrimaBook, et il va avoir toutes les informations dans PrimaBook sur l'encodage du formulaire pour l'aide équivalente. On a parlé il y a quelques minutes de l'article 60. Quelqu'un demande si le statut K donne un droit à l'article 60, car il pensait que ce n'était pas le cas. Alors, comme on l'a dit, le fait d'aller travailler est possible. Donc, nous, on se base juste sur le fait de mettre au travail. On ne parle pas de la subvention qui fonctionne avec l'article 60. C'est deux choses différentes. Donc, le fait de pouvoir mettre au travail quelqu'un, oui, puisque la personne peut aller travailler. Est-ce qu'il va être subventionné par la région? Alors, avant, on ne subventionnait pas les personnes qui étaient en équivalent de revenus d'intégration. Est-ce que les régions vont le faire? Ça, je ne peux pas m'appuyer sur une compétence qui n'est plus la nôtre. Voilà, une petite confusion aussi au niveau de la disposition au travail. Donc, on dit que ce n'est pas une condition à l'obtention de l'équivalent revenu d'intégration. Ce n'est pas clair alors dans nos facs si c'est ça la réponse. Est-ce qu'on peut clarifier une bonne fois pour toutes cette disposition? Alors, en aide sociale financière, la disposition au travail est une condition à vérifier. C'est prévu dans l'article 60 de la loi organique. Donc, effectivement, on va regarder si la personne est disposée à travailler. Bien sûr, il est possible de tenir compte de raisons d'équité ou de santé qui ne permettraient pas de travailler. On a eu la question hier, mais comme ces personnes ont fui, elles ont eu un long trajet et tout ça, est-ce qu'on pourrait invoquer l'équité et considérer qu'elles ne sont pas disponibles pour le travail? Oui, c'est possible, mais de nouveau, c'est le CPS qui l'apprécie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anita, de ton côté? No, sorry. We hebben een vraagje gekregen waar opvanggezinnen zich kunnen registreren die opvang willen bieden aan de niet begeleide minderjarigen. Maar ik neem aan dat dat bij de dienstvoogdij is van justitie. Verwijzen we daarvoor naar justitie. Dus niet meteen andere thema's. Omdat we toch eventjes hebben over de categorie van de niet begeleide minderjarigen, is de vraag of dat die recht heeft op een leefloon. Dus klopt het dat een équivalent de revenu d'intégration? Oui. Dat is de vraag. Ja. Of dat een niet begeleide minderjarige recht heeft op een leefloon. Pas le leefloon, mais l'aide équivalente. Ja, oké. Il est mineur, il ne remplit pas la condition d'âge du leefloon. Ja, dus het is het equivalent. Ja. Alors, on a parlé donc de l'immunisation de la catégorie pour les accueillants, donc au niveau de l'aide sociale. Est-ce qu'on sait, même si ce n'est pas dans nos compétences, si ce sera appliqué à l'allocation de chômage, à l'allocation de handicap ou à une pension, par exemple? Pour l'instant, en tout cas, la plupart des organismes de protection sociale au niveau fédéral sont en train de s'accorder sur cette même règle, mais c'est sous réserve. Mais les informations qu'on a reçues des différents organismes, c'est qu'ils s'orientent vers cette même décision. Très bien. Et encore une petite question très concrète. Est-ce qu'un étudiant ukrainien a droit à une bourse d'études et comment faire au niveau du CPS? Qu'est-ce qu'il faut introduire pour lui permettre... La bourse d'études, Pauline, n'est pas de la compétence du SPP, mais relève des communautés. Donc, il faut voir
dans chaque communauté, comment c'est réglé. Très bien, je Voilà. pense qu'on arrive tout doucement à la fin de Oui. notre webinaire. Donc, je répète une dernière fois, vraiment consulter notre site pour les informations complémentaires. Voilà, pour vous donner une idée, on a eu plus de 550 questions aujourd'hui. Donc, on est bien conscient qu'il y a beaucoup de questions de votre part. C'est pour ça que les facs seront donc mises à jour. Vous retrouverez les PowerPoint en français et en néerlandais, ainsi que le webinaire en rediffusion. Et je cède la parole à Alexandre pour le mot de la fin. Voilà, mais d'abord pour vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Vous étiez très nombreux, plus de 760 participants. Comme Pauline l'a dit, il y avait énormément de questions, plus de 470 questions qui nous sont parvenues par le biais du QNR. On a essayé évidemment d'y apporter le plus de réponses possible. Il est possible que certaines questions n'ont pas pu être traitées directement. Donc, comme Pauline vous l'a dit, le travail n'est pas terminé. On va avec les facs et avec notre rubrique consacrée aux Ukrainiens compléter cette information au fur et à mesure. Donc, on ne peut évidemment que vous inviter à consulter régulièrement cette rubrique, vous inscrire également à notre newsbrief qui s'appelle ECHO, si vous ne l'êtes pas déjà, puisque régulièrement nous mettons des informations dans notre ECHO. Vous rappelez que dans les prochains jours, on mettra également sur notre site un folder à destination des personnes qui ont besoin d'aide et qui sera traduit dans différentes langues, y compris en ukrainien. Et donc, ça pourrait également vous aider, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions à ce sujet-là. Voilà, je remercie également les panélistes et les animatrices qui ont animé cette matinée. J'espère que vous y avez trouvé de l'information qui vous sera utile. Je vous souhaite encore beaucoup de courage pour les mois à venir et à bientôt peut-être pour une autre rencontre et notamment notre webinaire de printemps qui sera organisé dans les prochaines semaines. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.